Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors dans cet nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article sur la Gazette à propos de la question des délégations de services publics pendant cette crise du coronavirus. Tu sais que il y a beaucoup d'activités, quasiment toutes les activités se sont arrêtées pendant le confinement, et notamment certains équipements de services publics, comme par exemple les piscines municipales, ou d'autres domaines comme ça, qui peuvent être soit en gestion directe par exemple par les communes, ou alors qui peuvent être délégués à des tiers, donc par exemple à une entreprise, dans le cadre par exemple d'une délégation de services publics. Ça c'est des choses qui se font beaucoup. On va rester dans cet exemple des piscines municipales, où une entreprise va gérer la piscine municipale, va gérer ce service public au nom de la commune. Et donc là, la question, ça va être de se demander qui va payer quoi. Est-ce que l'entreprise va devoir payer un certain nombre de choses dues à cette crise, ou est-ce que ça va être à la personne publique qui a créé cette délégation de service public. Donc malheureusement, cet article-là, je l'ai partagé lundi dernier, il était en libre accès. Comme tu le vois ici sur mon écran, il n'est plus en libre accès. Je tourne ça juste 2-3 jours plus tard et il n'est plus en libre accès malheureusement. Ça, c'était la mauvaise surprise. Donc je vais te faire un résumé vraiment rapide, parce que l'idée, ça reste quand même de respecter ce que nous donne gracieusement la Gazette, ou au contraire les articles qui sont réservés aux personnes qui payent l'abonnement tous les mois. Donc grosso modo, l'idée, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il va falloir se poser la question de façon précise pour chaque élément de dépense. Qui va devoir assumer cette charge? Est-ce que c'est la personne publique à l'origine de cette délégation, ou est-ce que c'est par exemple l'entreprise qui assure ce service public pour le compte de la collectivité? On voit déjà qu'il y a l'ordonnance du 25 mars 2020 qui cadre un peu toutes ces questions. Par exemple, on peut citer notamment l'allongement du délai des contrats expirant pendant la période. Si on a une entreprise qui devait assurer un service avec une fin de contrat comme ça, par exemple en avril 2020, là, vu qu'il y a eu cette pause, avec beaucoup de guillemets, dans l'activité, bien évidemment, il y a un allongement de la durée du contrat, mais il y a tout un tas d'autres choses. Par contre, ça ne suffit pas à établir vraiment qui va payer quoi dans le détail, et je te donne juste un exemple pour que tu comprennes. C'est par exemple les salaires. Qui va payer les salaires des personnes qui ne travaillent pas, sachant que l'État a pris en compte le chômage partiel pendant cette période-là. Les collectivités disent clairement qu'il est hors de question de payer deux fois, mais qu'éventuellement, au cas par cas, dans la mesure où les employés toucheraient que 84% de leur salaire, les collectivités pourraient aller mettre au bout pour qu'ils touchent 100%. Mais ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Et finalement, la grande idée derrière ça, c'est de se dire que ces contrats de délégation de services publics, ils vont devoir être un petit peu discutés par rapport au bouleversement lié à cette crise, et qu'on risque d'avoir des points de tension parfois entre la collectivité et l'entreprise qui gère la délégation de services publics. Je dis entreprise, ça peut être autre chose qu'une entreprise, mais souvent c'est quand même des entreprises privées. Bref, c'est une question un peu sensible, mais voilà, si tu as accès à la Gazette, si tu es abonné, n'hésite pas à aller le lire plus en détail parce que c'était vraiment intéressant comme article. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr à propos d'un quartier, d'un nouveau quartier à Londres, le quartier Ikea, entre guillemets. Alors, c'est pas tout à fait son nom, mais comme ça, on comprend bien l'idée. Et on nous dit qu'il n'est plus en kit. Voilà, petite blague. Mais voilà, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que depuis 6 ans, dans une partie d'un quartier de Londres, il y a toute une construction d'un quartier flambant neuf, conçu par Ikea. Donc ça te fait peut-être écho à à quelque chose dont on avait déjà parlé. C'est, tu sais, le quartier à Montréal qui devait être créé par Google. On a plusieurs exemples comme ça dans le monde de quartiers dans des anciennes friches industrielles qui doivent être remises à neuf, reconstruites, puis limite en partant d'une feuille blanche avec juste ce côté quand même patrimoine du quartier, mais avec quand même un peu cette idée de tout reconstruire en termes de logement, en termes d'activité, etc. Et en déléguant finalement à un gros acteur privé comme Google par exemple, avec cette idée derrière de développer vraiment beaucoup le numérique, ou là par exemple à Ikea, avec une idée à la base
qui était d'avoir une nouvelle vision hein, d'un quartier, d'un quartier moderne, avec toutes les considérations écologiques, avec par exemple des bâtiments qui devaient être autosuffisants en énergie. Et puis c'était aussi un projet assez ambitieux, hein, avec le fait de devoir implanter un centre médical, une crèche, etc. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sautent. Et par exemple, pour la question de la centrale hydroélectrique qui devait rendre vraiment le quartier autosuffisant, finalement, il y a un retour en arrière. Hein. C'est plus ça le projet. C'est tout simplement de passer un contrat avec une société d'énergie déjà existante. Donc tu vois qu'on on va un petit peu en arrière quand même, on est un peu moins ambitieux, peut-être du fait d'un manque de moyens. Alors est-ce que c'est lié à la crise ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on passe sur un projet très très ambitieux à, on va dire, ambitieux tout court, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Mais on en rajoute hein, des petites mesures intéressantes, hein, comme par exemple d'avoir plus de place pour les vélos, pour la circulation pour les vélos. Mais tu vois que ça coûte quand même moins cher que d'avoir une centrale hydroélectrique. Donc voilà, finalement, ce qu'on nous vendait comme bon, on délègue tout ça à des grosses boîtes pour avoir vraiment quelque chose de super ambitieux. Bon, ça prend un peu de plomb dans l'aile, donc on peut se demander si c'est toujours une bonne idée. Après, moi, je vais pas taper sur, sur Ikea, je fais une petite parenthèse. Moi, j'y ai bossé en tant que vendeur. Ça s'est toujours hyper bien passé. Alors oui, j'étais pas tout en haut de la hiérarchie, donc je vois pas comment ça se passe tout en haut, effectivement. Mais j'en garde un très bon souvenir, donc de toute façon, je vais pas taper dessus comme ça gratuitement. Mais toujours est-il que quand on délègue comme ça des gros chantiers à des boîtes de ce type-là, hein, Ikea ou encore plus grosses comme Google, ça pose évidemment des questions en termes, par exemple dans le cas de Google, de gestion des données. Hein, est-ce qu'on va pas être fiché de partout en termes de liberté individuelle? Et même ici, hein, ça pose des questions, même avec Ikea, puisque l'idée c'est d'avoir une espèce de copropriété géante. C'est ce qu'on nous dit là en dernier. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux lire l'article, c'est vraiment intéressant. Il y a des choses positives, il y a des choses... voilà, on se demande un petit peu vers où ça nous mène. Mais en tout cas, on voit que ça se diffuse un peu dans le monde entier, hein, ces idées de création de quartier dans les mains comme ça de grands groupes. Ensuite, un article sur la Gazette à propos de la police de proximité, et on se demande si ce serait pas finalement un remède aux violences policières. Donc bien sûr, ça fait écho aux dernières nouvelles bien tristes qui nous viennent des États-Unis et puis qui se sont quand même diffusées en France avec des manifestations contre les violences policières. Donc on a même le ministre de l'Intérieur qui a fait des annonces hein, cette semaine pour lutter contre ces violences et puis contre le racisme au sein de la police nationale. Et une idée comme ça qui revient du coup pendant ce débat, c'est d'avoir recours à nouveau, massivement on va dire, à la police de proximité, avec un objectif, ce qu'on nous dit ici, d'amélioration des relations entre la police et la population. Bon, je reviens pas trop sur le passé où on avait déjà eu hein, une politique de police de proximité il y a maintenant de ça quelques années. On va rester dans un passé plutôt proche avec la PSQ. Tu sais, on en avait déjà parlé là dans les derniers mois, enfin l'année dernière surtout, la police de sécurité du quotidien qui devait être quelque chose comme ça qui se rapproche hein, de la police de proximité, cette idée d'échanger au plus proche des populations, notamment dans les quartiers compliqués. À l'époque, le ministre de l'Intérieur disait que le but c'était de renouer le dialogue avec les jeunes dans les quartiers en difficulté. Bon, on nous dit qu'un an après, le bilan n'est pas bon du tout, puisque là où il devait y avoir un effort de proximité, de prévention, eh bien finalement, ces effectifs ont dû être déployés par rapport à la gestion des manifestations des Gilets jaunes, des retraites, etc. Donc bref, à du maintien de l'ordre pur. Donc finalement, on n'a pas pu avoir les effets escomptés de cette PSQ. Donc on verra bien si on va pouvoir avoir quand même un redéploiement vers les missions qui étaient censées être les leurs. Mais on nous donne à la fin un exemple qui est très intéressant de Villiers-sur-Marne, qui depuis un moment déjà hein, mise sur la prévention pour apaiser les relations police-population. En gros, on nous dit qu'il y a un certain nombre d'agents hein, qui sont là vraiment pour suivre les jeunes un à un. Et puis, il y a aussi un réseau avec les associations locales. Bref, c'est quand même multi-acteurs. C'est pas juste de dire on recrute et voilà, il y a des policiers qui peuvent faire un peu de prévention. Là, c'est un petit peu plus pensé que ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir des policiers qui quadrillent vraiment les zones de façon organisée dans cet objectif de prévention, et puis aussi de s'appuyer sur le tissu local existant, donc les associations. Hein, donc l'idée c'est de travailler un peu main dans la main entre cette police de proximité et les associations locales. Encore une fois, si bien sûr cette question t'intéresse et que tu veux approfondir, je te laisse aller lire directement l'article.
Alors ensuite, un article sur le Courrier des Mers à propos d'un potentiel exode urbain. Souvent on parlait depuis des années et des années d'exode rural, hein, le fait que les gens partent de la campagne pour aller travailler en ville. Tout ça, hein, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'emplois dans les villes, donc les gens quittent les campagnes pour aller en ville. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis des dizaines d'années, mais on a comme ça un retour dans les discussions comme ça, dans les articles, voilà, dans pas mal de choses, d'un potentiel exode urbain, et notamment ça a été un peu exacerbé avec le confinement, où on a un certain nombre d'urbains qui, alors pas n'importe quel urbain, hein, des urbains qui ont quand même un peu de moyens, donc qui ont une maison secondaire voilà, dans la campagne ou sur la côte, et qui ont quitté donc leur appartement en ville, enfin en tout cas leur logement en ville, pour passer le confinement dans cette résidence secondaire, voilà, un peu plus dans la ruralité, on va dire, dans une moins grande ville en tout cas. Donc c'est l'occasion pour certains intellectuels de se dire est-ce qu'on va pas vers un exode urbain, parce que finalement il y a pas mal de gens qui ont réussi à télétravailler depuis ces résidences secondaires. Et puis au-delà des résidences secondaires qui concernent quand même pas la majorité des personnes, on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent des villes pour aller vivre dans des endroits un peu plus ruraux, alors soit quand même à une certaine proximité de grandes villes, ou alors vraiment en plus race campagne, on va dire, parce qu'on voit bien qu'il y a un développement d'Internet par exemple, hein, donc c'est possible aussi de travailler, enfin de télétravailler dans des zones moins urbaines, hein, par rapport à il y a quelques années encore. Donc on voit qu'il y a quand même cette idée, hein, de pourquoi pas aller vers un exode urbain. Donc c'est ce qu'on nous propose ici dans cet article. Donc on nous rappelle, hein, que depuis les années 2000, on a des espaces ruraux qui se revitalisent, hein, avec de plus en plus de personnes qui viennent y habiter. Alors c'est pas vrai pour toutes les campagnes, hein, mais c'est globalement on voit quand même ce mouvement. Mais par contre, ça n'affaiblit pas les villes, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a pas, là, on n'observe pas encore, en tout cas, d'exode urbain, hein, vraiment. On voit que les villes, notamment les grandes villes, continuent d'attirer, hein, elles sont en perpétuelle évolution au niveau démographique, en perpétuelle augmentation. Et donc, on nous pose la question comme ça, de savoir déjà si la France, enfin, quand est-ce que la France était équidense, hein, on parle d'équidensité, c'est-à-dire de savoir, est-ce que ça a déjà existé une période où on avait à peu près autant d'urbains que de ruraux. Et effectivement, ça a bien existé à la fin du 19e siècle, puisqu'on nous dit que plus de la moitié de la population habitait alors dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le rural. Donc voilà, ça a déjà existé. Et pour arriver à ce type d'équilibre, hein, à peu près, hein, enfin approximatif, il faudrait quand même un sacré changement démographique. Il faudrait notamment tripler la population dans certaines zones de montagne. Donc on voit que c'est quand même pas une mince affaire. Et en plus de ça, les villes seraient pas forcément moins denses. Je vais pas aller dans le détail des calculs parce que ce serait trop long à expliquer et l'article est très bien fait, donc je t'invite à le lire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le premier constat que je faisais dans un premier temps, auquel je vais rajouter quand même une notion qui n'est pas dans l'article et que je trouve importante, c'est que dans cette discussion sur un potentiel exode urbain, je trouve que ce qu'on met pas assez en avant, c'est que c'est pas forcément un choix. Il y a peut-être des personnes pour qui c'est un choix. Moi, dans mon entourage, voilà, j'ai une personne pour qui c'est vraiment un choix de partir de la ville, hein, c'est quelqu'un qui est parti de Paris pour aller vivre en race campagne, même pas à côté d'une grande ville, hein, vraiment c'est en pleine campagne, pour un projet comme ça de créer une maison autonome en alimentation, etc. Donc il y a un gros vrai projet derrière. Par contre, dans mes connaissances en tout cas, la plupart des gens qui partent vivre à la campagne, c'est plutôt une campagne pas trop loin d'une grande ou d'une ville moyenne, donc on va dire à une demi-heure, 40 minutes maximum d'une grande ville, parce que en fait ils n'ont pas trop le choix. C'est des personnes qui veulent accéder à la propriété, qui ont des enfants, donc voilà, ils font le choix de vouloir être propriétaires en maison, hein, voilà, c'est leur envie, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire ni dans la ville ni dans la proche périphérie, donc ils sont obligés d'aller un peu plus loin dans des zones un peu plus rurales, mais qui restent quand même aller à 30-40 minutes max de la grande ville, sans compter les embouteillages évidemment, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais bref, il y a un côté comme ça subi, hein, c'est pas forcément juste un choix. Faut quand même voir que dans la population des néo-ruraux, j'avais vu comme ça des chiffres passer. Alors je suis désolé, c'est de tête, donc je peux pas te redonner les chiffres, mais j'avais vu des stats passer sur le fait qu'il y a quand même une grande partie de ces populations qui sont plutôt en bas de la hiérarchie sociale
et il y a une vraie réalité sociologique quoi, derrière ça. Les classes moyennes supérieures, on va dire, sont quand même moins sujets à partir dans ces zones rurales que les personnes qui ont de plus faibles moyens, mais qui veulent quand même accéder à la propriété, vivre en maison, etc. Donc ça, c'est quand même une composante sociologique qui est importante de rappeler selon moi quand on parle de ce potentiel exode urbain. Mais on voit à travers cet article que on en est quand même assez loin hein, de l'exode urbain. On est quand même, les villes sont encore très très attractives malgré les hausses de loyers, les hausses du coût de la vie dans les villes, et plus l'analyse sociologique dont je viens de te parler. Mais au final, en termes de conclusion, je suis vraiment d'accord avec l'auteur. Il faut aller au-delà de cette opposition entre ville et campagne. Faut pas juste penser soit les campagnes, soit les villes. On voit bien que ces espaces interagissent entre eux. Hein, je t'ai donné l'exemple des gens qui vivent dans la ruralité mais pas trop loin d'une grande ville. C'est vrai aussi sur des distances plus grandes, hein, avec les trains régionaux qui font que tu peux quand même vivre assez loin d'une ville et travailler dans cette même ville via des transports qui sont assez rapides comme les TER. Donc il faut sortir un peu de ces images un peu romantiques de la campagne qui serait un vrai refuge. Hein, on l'a vu par exemple là pendant le coronavirus, et des villes qui seraient le mal absolu. Bon, la vérité est quand même un petit peu plus nuancée que ça. Enfin, un dernier article sur la lettre du cadre.fr à propos des politiques vélo en zone urbaine. L'auteur ici nous propose une to-do list de choses, donc des choses à faire pour que les politiques vélo soient plus faciles à mettre en place. On va surtout parler des villes moyennes ou des métropoles. Hein, c'est pas forcément pour les toutes petites villes, bien que ces conseils s'adapteraient aussi aux petites villes. L'article se base sur une étude qui a été faite dans la ville de Portland aux États-Unis à propos de la politique vélo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport au rapport que les gens ont au vélo, on nous dit qu'il y a 6% des gens qui sont intrépides, donc qui n'ont pas peur quand ils prennent leur vélo. 9% de personnes enthousiastes quand ils prennent leur vélo. Donc tu vois, 9 et 6, ça fait 15, donc on n'a que 15% des gens qui sont dans on va dire, le pur positif. Et ensuite, ce chiffre assez intéressant, on a 60% des gens qui sont intéressés mais inquiets hein, à l'idée de prendre leur vélo dans la ville, et 25% de réfractaires. Bon, on va peut-être mettre de côté les derniers 25% qui sont contre, mais on voit que les 60%, donc plus de la moitié des gens, sont intéressés pour faire du vélo dans leur ville, mais sont inquiets, notamment sur le fait de se déplacer à vélo. C'est vrai que même s'il y a beaucoup de pistes cyclables, enfin de plus en plus, on a aussi des points comme ça, des endroits, par exemple un rond-point très fréquenté où il n'y a plus vraiment de pistes cyclables, tu vois, donc il faut s'insérer au milieu des voitures et tout, c'est compliqué. Et d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit hein, au tout début de l'article, tu vois, sous le titre la sécurité et efficacité, il suffit d'avoir 5% du trajet qui soit dangereux pour les vélos pour que l'ensemble du trajet soit mal vécu par l'utilisateur. Donc tu vois que c'est pas juste une politique de mise en place de couloirs cyclistes, même si c'est évidemment le premier truc auquel il faut penser, c'est le fait qu'il y ait des voies vraiment séparées pour les vélos hein, vis-à-vis des voitures, et on nous le rappelle ici, là, dans De la fluidité. Mais c'est vraiment de penser à l'expérience globale, y compris sur les points de tension comme les ronds-points par exemple, ou autres types de points de tension où les voitures sont quand même reines hein, sur les vélos. Donc on a comme ça plusieurs points, je te laisserai peut-être aller lire pour pas que la vidéo soit trop longue, qui sont intéressants. Le seul point de critique que je pourrais amener, c'est qu'on n'a pas vraiment cette vision, on va dire, au-delà de la ville. Tu sais, pour reprendre un peu l'idée de l'article précédent, où il faut aller au-delà de la vision simplement ou rurale ou urbaine, il faut voir un peu les choses dans leur ensemble, avec les échanges qui se font entre ces deux espaces. Là, encore une fois, pour les politiques vélo, je trouve que c'est quelque chose qui doit être mis en avant aussi, puisque bien souvent, les politiques vélo sont vues à l'échelle de la ville, ou au mieux de l'intercommunalité, et pourtant, on voit bien que pour les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de cette ville, ou même de l'intercommunalité, qui viennent travailler en son sein, et ces personnes-là sont un peu condamnées à venir, alors bon, soit en TER, soit en voiture, hein, beaucoup en voiture. Alors, ils ne peuvent pas faire, je sais pas, 30 km en vélo, c'est quand même assez compliqué, surtout en passant par des départementales où les voitures roulent à 80 km/h, voilà, ça me semble quand même assez compliqué. Donc il y a des choses qui existent hein, dans certaines villes, des points relais, voilà, on peut venir en voiture et puis aux abords là, de la périphérie d'une ville et puis emprunter un vélo.
Bon, c'est quelque chose, c'est des bonnes pistes, mais c'est aussi des choses qui doivent être intégrées selon moi au plan vélo des grandes villes et qui doivent être vraiment développées. Parce que pour l'instant, on a bien sûr des choses qui existent, mais ces plans vélo, je trouve qu'ils laissent quand même souvent de côté les personnes qui vivent en périphérie, voire en zone rurale, à, je sais pas, 20-30 km de ces grandes villes. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude. Et cette semaine, dans mon édito du dimanche, je vais te proposer un résumé d'un livre à propos du blues des mers d'Éric Kerrouche. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Cette semaine, on va parler des facteurs de blues des mers, pourquoi les mères, ou en tout cas beaucoup de mères, n'en peuvent plus et sont même pour certains prêts à jeter l'éponge. Et la semaine prochaine, on s'attardera sur la partie un peu plus positive du livre, sur les solutions possibles pour améliorer la situation, pour faire en sorte que les maires puissent vraiment bien faire leur travail dans de bonnes conditions, notamment on pense aux maires ruraux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, que ce soit en termes de personnel ou même en termes de moyens financiers purs. Donc voilà, c'est vraiment un livre intéressant dont voilà, on va parler un petit peu dans ces 2 prochains éditos. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien en dessous de la vidéo dans la description pour t'inscrire et tu recevras ce mail, donc le premier mail dimanche et le prochain mail sur les solutions dimanche d'après. Voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!